Bonjour et merci beaucoup d'être là à cette heure qui généralement est consacrée au déjeuner. Donc c'est à moi qu'il incombe de remplacer Maët qui doit bien se nourrir puisqu'elle a encore toute une après-midi de débat devant elle. Donc voilà, je suis très content de la remplacer, ce qui n'est pas une mission facile et ce qui n'est pas mon rôle naturel, puisque d'habitude je suis plutôt à la place de Jeff et j'en profite pour le présenter, qui sera mon complice durant cette heure. Donc Jean-François Delapré de la librairie finalement française la plus proche des États-Unis. Je dis toujours, c'est la dernière librairie avant le Barnes Nobles de Manhattan. Voilà. Puisqu'elle est tout au bout du Finistère Nord. Voilà, Finistère Nord, Lesneven, librairie Saint-Christophe. Merci Jeff, c'est un habitué du Café des libraires du Festival America. Et toujours un plaisir de travailler avec toi. Merci beaucoup d'être là. Alors nous avons un très beau plateau sur ce café et je commencerai par présenter l'auteur le plus à ma gauche, Salvatore Schibona. Bonjour. Donc Salvatore, vous êtes issu d'une famille d'immigrés d'origine italienne et polonaise. Parmi les nombreuses distinctions que vous avez eues pour ce premier roman traduit par Brice Mathieu-Sang qui s'appelle La Fin, et un livre dont le titre contient bien plus qu'une simple fin, mais toute une existence, traduit donc par Brice Mathieu-Sang aux éditions Christian Bourgois. On peut citer parmi les prix que vous avez reçus deux très importants, le prix du premier roman de la New York Public Library et le Young Lion Fiction Award, qui sont deux distinctions majeures aux États-Unis, donc qui donnent quelques renseignements sur la réception qui a été celle de votre livre dans votre pays. Nous sommes très heureux de vous recevoir, Salvatore. Ensuite, à côté de Jocelyne Bourbonnière, qui interprétera les deux auteurs qui l'encadrent, David Bezmosgis, bonjour David, qui publie ces jours-ci aux éditions Belfond Le Monde Libre, traduit de l'anglais du Canada par Elisabeth Pellert, un livre dont on parle beaucoup dans la presse, qui est votre premier roman et qui intervient après un premier recueil de nouvelles. Publié aux éditions Christian Bourgois en 2005, s'appelle Natacha et autres histoires, des nouvelles qui ont eu une réception absolument extraordinaire aux États-Unis, des nouvelles qui ont été publiées dans le Harper's, mais également dans le New Yorker, avec beaucoup de commentaires élogieux, donc c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Ce qu'on peut dire de vous, c'est que vous êtes d'origine lettonne, vous avez immigré avec votre famille, comme de nombreux juifs de l'ex-URSS au début des années 80 au Canada, et que ce livre est un petit peu le reflet, même si c'est une fiction, de l'histoire de votre arrivée aux États-Unis et de votre famille. Ensuite, tout à côté de moi, peut-être la plus française des écrivains américains sur ce plateau, Janet Skeslien-Charles. Bonjour Jeannette, qui a publié avant l'été un roman formidable qui s'appelle Les fiancés d'Odessa aux éditions Liana Levy. Traduit de l'anglais par Adélaïde Pralon. Voilà, un roman surprenant, là aussi, qui s'intéresse à des destins qu'on n'a pas coutume finalement de croiser en littérature, qui sont ceux de ces femmes ukrainiennes qui se marient avec des Américains, qui sont en recherche un petit peu d'exotisme et de femmes un peu plus dociles que les femmes américaines. Mais on voit que ça n'est pas si simple finalement. Ce qu'on peut dire de vous, Janet, c'est que vous avez arrêté de le faire, mais vous êtes longtemps consacré à l'animation de la Bibliothèque américaine de Paris. Vous avez également animé un site internet de rencontres, qui est peut-être la source d'inspiration de votre roman, de rencontres... structure qui existait avant Internet, donc qui était un petit peu avant-gardiste. Vous avez également habité à Odessa. Donc vous avez une connaissance du monde russe assez précise et qui a nourri votre roman avec beaucoup d'éléments extrêmement véridiques. Je suis très heureux de vous avoir à mes côtés. Tout de suite à ma droite, Hector Tobar. Alors, Hector Tobar publie ces temps-ci avec un écho fabuleux dans la presse, un roman qui s'appelle Printemps barbare, traduit de l'américain par Pierre Furlan, très bon traducteur d'ailleurs, félicitations. Donc il y a un roman qui raconte l'odyssée des... il ne tient pas...
l'odyssée extrêmement intéressante d'une jeune femme mexicaine qui s'occupe d'enfants d'un couple assez riche qui va avoir une sorte de dépression économique dans son giron et qui finalement a réduit la voilure un peu sur ses domestiques. Et cette femme va vivre un peu l'enfer du manque total de considération, de la suspicion qu'on a vis-à-vis de gens qu'on emploie et qui sont issus de l'immigration d'Amérique latine. Ce qu'on peut dire de vous, c'est que vous êtes journaliste au Los Angeles Times, vous êtes d'origine guatémaltèque et vous avez remporté un prix Pulitzer pour votre travail sur les émeutes de Los Angeles en 1992, qui est une très haute distinction, et vous faites partie de ces journalistes américains qui sont très célèbres dans votre pays. Alors je salue au passage Antoine Viau qui assurera la traduction d'Hector Tobar et je cède sans délai la parole à Jeff, mon complice. Alors bonjour, et puis on va commencer avec le livre de Salvatore Schiavone qui s'appelle La fin aux éditions Bourgois. Moi, c'est un livre que j'ai abordé avec on se retrouve dans un livre où tout va se passer finalement en une journée, le 15 août 1953. Et ça, on ne le saura que beaucoup plus tard. Au début, on est avec un boulanger, Rocco Lagrassa, qui va fermer sa boulangerie. C'est la première fois en 29 ans. Et donc, dans le quartier, tout le monde se dit « Ah, si Rocco n'a pas ouvert la boulangerie, c'est qu'il se passe quelque chose de vraiment spécial. » Et Rocco, on lui apprend la mort d'un de ses 3 fils. Il se trouve que Rocco, ses 3 fils, il ne les voit plus puisque sa femme est partie avec ses enfants et son fils serait mort en Corée dans un camp. Et il décide de partir, de prendre sa voiture, mais à ce moment-là, tout à côté, il y a une dame qui s'appelle Constanza Marini, qui a 93 ans et qui va l'inviter à manger. Et à partir de ce repas, on va avoir un livre absolument bouleversant et complètement, ce sont des tas de petites histoires dans l'histoire, et on va donc être avec cette Constanza Marini et tous ces destins d'immigrants italiens ou de fils d'immigrants. Alors moi, je me suis demandé, vous êtes jeune, et comment avez-vous fait pour arriver à si bien retranscrire le milieu italien de Cleveland en 1950 ? Est-ce que vous avez dû fouiller dans l'histoire de votre famille ou interroger les gens de votre famille, ou alors est-ce que tout est dans l'imagination ? Thank you. That summary is about as good as anything I could have done. I think that the novel is an invention. But it's based on, obviously, the environment and the time are based on my family's past. But I think in a way, it doesn't seem to me strange or too far afield for a writer to write about the era of the youth of his grandparents, for example. Just insofar as I sort of think of it as the part of my experience that I did not myself live, and to which I only have access through imagination. And that, for me, makes the imaginative work, it makes it urgent because it's sort of a part of something that it's as though I remember the zone the part of town that the novel is written about, because my grandparents were experienced it themselves. Je vous remercie pour ce résumé. En fait, je pense que je n'aurais pas pu faire mieux moi-même. Et je veux dire que c'est de la fiction, c'est un roman. Et par contre, c'est un roman qui est basé sur mon environnement, mon expérience familiale. Donc, j'ai beaucoup puisé dans ma propre famille pour écrire ce roman, manifestement. Je pense que ce n'est pas étrange que l'on ait envie d'écrire sur l'époque de ses grands-parents, parce qu'on a envie de fouiller un petit peu, de les connaître. Et c'est un petit peu, en fait, comme si j'avais moi-même vécu cette expérience-là personnellement. Bien sûr, j'ai utilisé mon imagination pour décrire cet environnement.
environnement. Mais je trouve qu'il est urgent, en fait, de décrire cet environnement avant qu'il ne disparaisse entièrement. Et finalement, c'est comme si je me souvenais moi-même de cette période, de ces quartiers où mes grands-parents ont vécu. Donc j'ai l'impression de m'approprier leurs souvenirs. Le livre ne s'appuie pas sur une structure chronologique des faits, puisque on s'en aperçoit, enfin, au fur et à mesure qu'on rentre dans le livre, qu'on va faire des flashbacks, on va partir en Italie, on va revenir en 1920 pour retourner encore à cette fête du 15 août 1953. Et donc, comment est-ce que cette forme, cette structure narrative s'est imposée pour vous dès le départ, ou est-ce que vous avez écrit les différentes parties pour les relier en fait et pour que tout puisse je dirais s'agréger ensemble? Well, I have a lot of respect for chronological sequence as a phenomenon of the actual world, but it's not a phenomenon of consciousness as far as I have ever experienced it. I mean, I think when I pay attention to what's going on in my own experience of the world, I find myself at one moment, I move a little bit ahead and I circle back to a previous moment, and there's a kind of musical sense that my experience makes to me, which is not always chronological. In fact, it's very rarely chronological. So in that way, I had no ambition of writing the novel in the form that it finally came to. But I was more trying to assemble the material that I had in a form that was true to consciousness, more than to our, than to maybe the most expedient laying out of an outline. En fait, n'aime pas trop écrire de façon chronologique parce que c'est pas comme ça que l'on fonctionne. Notre conscience ne fonctionne pas comme ça. Enfin, dans mon cas, ma conscience ne fonctionne pas comme ça parce que je suis dans le moment présent, bien sûr, mais j'ai moi-même parfois, je repense au passé ou je vais un petit peu vers l'avant. Et donc, je ne suis pas toujours dans l'immédiatité du moment. Et pour moi, il y a comme une musicalité dans tout ça. Je ne vis pas en chronologie toujours directe. Et je n'ai pas commencé quand j'ai commencé à écrire le roman, je n'avais pas envisagé la structure de cette manière. C'est un peu une structure qui s'est imposée à moi dès l'instant où j'ai voulu relier entre eux tous ces événements qui m'intéressaient et qui me passionnaient. Et à partir de ce moment, je n'avais pas d'autre choix que d'adopter cette structure pour mon roman. I just want to say one last thing. I think literature owes as much to music as it does to life, I think. Alors je voulais juste ajouter que, en fait, pour moi, la littérature doit autant à la musique qu'à la vie. Donc on est inspiré aussi par la musique. Et justement, Salvatore, il y a ce qu'on raconte dans un roman, l'histoire, les péripéties des personnages, cette sorte de longue fuite sidérante vers un point presque inatteignable. Et quelques mots sur la forme, puisqu'on a vraiment la sensation que vous avez envisagé ce roman comme une expérience sensuelle, extrêmement forte, à la mesure de ces personnages qui, bien qu'ils soient tous des personnages très modestes, on a une sensation de démesure. Et en même temps, vous leur laissez une liberté, comme s'ils vous avaient échappé. Vous leur avez laissé la liberté d'échapper à votre étreinte. Yeah, whenever I try to make my characters do something, they very, very reliably look up at me from the page and refuse. The best I can do is put them in a predicament and ask them, as it were, what will you use your freedom to do? In my experience of reading novels, I think the phenomenon that we call identifying with a character comes about because we have a vicarious experience of the character's freedom. When you find a character
who is in a dilemma, and you want that character to go there, but you don't know what they will do. That's when you start, your own heart goes empathizes with that person. So as much as I can, I tried not to force them to do what the plot needed them to do. I tried to make a plot in a novelistic form that obeyed their freedom. En fait, j'ai trouvé qu'au niveau du personnage, je les mets dans une situation souvent où ils sont libres de choisir leur destin. Et c'est ce qui m'intéresse, moi, dans le roman, c'est que autant on peut s'identifier à un personnage, on veut les envoyer dans une direction, les obliger à faire quelque chose, leur imposer leur destin, autant le personnage a le droit de refuser. Et en fait, ils ne vous écoutent pas toujours. On veut on veut les obliger à faire certaines choses et ils ont finalement leur volonté propre. Et donc, on doit suivre parfois la volonté du personnage. J'aime beaucoup cette réponse parce que je me rappelle le premier festival américain que j'ai fait, j'avais posé un peu ce genre de questions à Richard Ford et qui m'avait regardé dans les yeux en me disant « Les personnages font ce que je veux qu'ils fassent ». Richard Ford est très autoritaire avec ses personnages. I think it was Richard Ford who said that his characters are galley slaves. Je pense que c'est Richard Ford qui avait dit que ces personnages sont des esclaves, finalement. I don't agree, but go ahead. Je ne suis pas d'accord. Heureusement, chacun a sa vision de la littérature et de ses personnages. En tout cas, il y a un personnage qui traverse votre livre et qui est un personnage absolument magnifique, qui est Constanza Marini, cette vieille dame de 93 ans, dont on apprendra au fur et à mesure du livre le parcours de sa région d'origine, le Lazio, jusqu'à son arrivée aux États-Unis. Et cette femme qui au fur et à mesure désapprend finalement, elle part d'Italie où elle parle que le dialecte, elle remonte le long de l'Italie où à un moment elle ne comprend plus la langue. C'est plus le même, c'est plus son dialecte, c'est l'italien. Et ensuite elle va encore arriver aux États-Unis et ça va devenir l'anglais. Vous insistez beaucoup sur la langue et sur ces. Est-ce que vous pensez que la véritable intégration, elle passe d'abord par la langue et tant qu'on ne maîtrise pas la langue, on ne peut pas s'intégrer dans une société? Well, absolutely. In the United States, that's the case. I mean, we're such, English is so totally predominant that without facility in English, you are always a stranger. My great-grandmother came to America when she was 18, and she died at the age of 94, and never spoke English, really, and never spoke Italian. I mean, she spoke dialect. She spoke the dialect of a town of 2,000 people. So by the time for the last 10 or 15 years of her life, there were only 7 or 8 people in her whole world with whom she could directly speak. And you would go into her house and you were in a completely different universe. I mean, she was in effect a subsistence farmer 50 miles outside of a major American modern city, and she was living in the 15th century. And that was more a question of language than it was of anything else. Tout à fait. Aux États-Unis, si vous ne parlez pas anglais, vous demeurez un étranger à tout jamais. Moi, je me souviens très bien de mon arrière-grand-mère. Elle avait 18 ans quand elle a émigré aux États-Unis. Elle en avait 94 quand elle est décédée. Elle n'a jamais vraiment parlé anglais. Elle n'a jamais vraiment parlé italien. Elle parlait un dialecte. Elle venait d'un petit village où peut-être il y avait 2000 personnes quand elle était partie d'Italie. Et à la fin de sa vie, il y avait peut-être 7 ou 8 personnes qui la comprenaient vraiment et qui pouvaient converser avec elle, échanger avec elle. Donc oui, elle était étrangère. Elle a été étrangère jusqu'à la fin de ses jours. Et en fait, elle était d'un petit milieu agricole. Elle venait du 15e siècle et elle vivait à côté d'une grande ville américaine en plein 20e siècle. Donc elle était complètement décalée par rapport à la chronologie des lieux et du temps. La fin, une expérience formidable, expérience littéraire réellement marquante. En tout cas, l'un des livres à découvrir absolument pendant ce festival américain.
Voyons maintenant si le monde est libre réellement avec David Bezmosguis, Jeff. Alors, on va complètement changer de lieu, encore qu'on va se retrouver en Italie finalement, puisque le livre Le Monde libre de David Bezmosguis, en fait, c'est, je dirais, à un certain moment, tout à l'heure je disais ça, c'est l'histoire en fait des Juifs russes qui, en 78, Brejnev veut libéraliser un petit peu là, et laisse partir des Juifs russes pour l'étranger. Et c'est la vie, enfin l'histoire, je dirais, qui s'est passée pour votre propre personne, puisque vous avez vous aussi émigré quand vous aviez 6 ans. Et là, c'est l'histoire de la famille Krasnansky, donc avec Samuel le patriarche, je dirais, plus les fils, la fille qui... Alors, il y a une fille qui est goy aussi, donc ça pose un autre problème. Et je dirais qu'ils vont donc émigrer, partir en train de Lettonie pour arriver à Rome. Et l'Italie, finalement, ça va être leur purgatoire avant d'arriver au paradis. Et le paradis, c'est les États-Unis ou le Canada, en l'occurrence. Et donc, le livre va se passer dans ce purgatoire, en attente de partir. Alors évidemment, quand on lit votre biographie, on sait évidemment que c'est quelque part votre histoire que vous racontez, mais quelle est réellement la part que vous avez mis d'autobiographie et la part que vous avez consacrée plutôt à l'imagination et au roman? Well, there's something peculiar about writing what I would describe as recent history. The question comes up sometimes, what is historical fiction and what is, not historical fiction? Il y a quelque chose d'assez étrange en fait quand je parle d'histoire récente, et là dans le roman on peut se poser la question à savoir qu'est-ce que la fiction historique et qu'est-ce que la non-fiction historique finalement. So in the case of this book, it's I don't consider it historical fiction. I lived through it as a child, and yet at the same time, the experiences that I had, childhood experiences, factor very little into the book. Alors je ne dirais pas que ce livre est une fiction historique, parce que j'ai vécu tout cela, ce que j'ai décrit dans le livre, mais en même temps, je n'ai pas puisé dans mes propres expériences uniquement pour écrire ce livre. Ce n'est pas complètement autobiographique. So the Krasnansky family is, for the most part, a creation, a fictional creation, an invention. And they're invented and constituted the way they are, specifically to represent the history of Soviet Jewry by virtue of the individual members of the family. La famille Krasnansky n'existe pas réellement, donc ça c'est de la fiction. Mais en même temps, cette famille représente la situation des Juifs qui ont quitté, des Juifs de l'Union soviétique qui ont quitté l'Union soviétique. Now it's easier to do that with a family to represent Soviet Jewish reality than it would be to take a Canadian family and do the same thing. Donc c'était beaucoup plus facile, bien sûr, d'utiliser cette famille pour représenter la situation des Juifs en Union soviétique que si j'avais pris l'exemple d'une famille canadienne. Because most Soviet Jews, whether they lived in Latvia as we did, or in Tashkent in Uzbekistan, or in Moscow, had very similar experiences, with some variation, but the great waves, historical waves that washed over the Soviet Union, engulfed everybody. Les grandes vagues d'immigration qui sont passées sur l'Union soviétique ont englobé tout le monde. Donc la situation des Juifs soviétiques est comparable à la situation d'autres groupes qui ont quitté l'Union soviétique et qui ont été affectés par ces vagues d'immigration. Now, as for my family's experience in Italy, my mother has read the book, of course, and her verdict on it is, it wasn't that interesting for us.
Et pour ce qui est de l'expérience de ma famille en Italie, je vais dire que, bien sûr, maman a lu le livre, mais ma mère dit ce n'était jamais aussi intéressant que ce que tu as mis dans le livre. Which will answer why I haven't written the story of my family's experience in Rome. Ce qui vous aidera à comprendre pourquoi je n'ai pas écrit l'histoire de ma famille. Dans la famille Krasnanski, en fait, personne ne part pour les mêmes raisons. Alors parce que quitter l'Union soviétique, c'était, je pense, parfois ressenti comme une chance, pour certains comme une obligation, pour d'autres c'était un déchirement. Et comment est-ce que vous définiriez chaque personnage vis-à-vis de ce dilemme? Par exemple, Samuel, le grand-père, qui était dans l'armée rouge, qui était un soldat qui a tout fait pour l'Union soviétique et qui se retrouve à la quitter. Pour lui, c'est vraiment un déchirement. Pour les plus jeunes, je dirais, c'est une chance. Et comment est-ce que vous pensez qu'ils réagissaient quand ils quittaient, justement? Est-ce que cette idée du monde libre, c'était ce qu'ils ont vu après? Est-ce qu'ils l'ont imaginé avant? Et quand ils y sont arrivés, ils se sont rendus compte que c'était pas ce à quoi ils s'attendaient? Well, I think at first you have to remember that whatever expectations they had were highly circumscribed by very little information. Alors, le rêve, ce qu'ils souhaitaient, en fait, était limité et restreint par le manque d'informations. Ils n'avaient pas toute l'information à leur disposition. So what was interesting to me about setting the novel in Rome was that it was actually just, the first moment of the clash of the cultures, of the encounter, which is interesting. People from the East who never thought they would leave the Soviet Union, finding themselves not just anywhere, but in Rome of all places, sort of the cradle of Western civilization, this romantic place. Alors pourquoi j'ai choisi Rome? C'est parce que c'était le premier contact avec la civilisation pour ces gens-là. Et ça m'amusait en fait que des gens qui venaient de l'Europe de l'Est pour émigrer vers l'Ouest découvrent l'Ouest à Rome, le berceau de la civilisation. And I think for most of the family, even though there were hardships, yes, they discovered a freedom that they never had before. A freedom which they would, I think, increase upon once they ended up wherever they're going to go, whether it's Canada or the United States, and that happens to be the fact. This is an incredibly successful wave of immigration, in material terms and in pretty much any term you could imagine. Alors les difficultés qu'ils auront, bien sûr, c'est qu'ils arrivent dans un monde qu'ils ne connaissaient pas du tout et ils découvrent des choses qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Et ils découvrent entre autres la liberté et le choix qu'ils devront faire de partir au Canada ou aux États-Unis. Et je dois dire que cette vague d'immigration a connu un réel succès. And I think there are two characters who suffer the most in Rome. Samuel is one, but he will suffer anywhere. Right? He has committed his entire life to an idea, and he's seeing, and whether he chooses to accept it or not, he certainly is aware that he's seeing the decline and the twilight of this great socialist dream. Il y a deux personnages qui vont énormément souffrir dans le roman, et l'un d'eux est Samuel. Il faut savoir que Samuel a consacré toute sa vie à son projet politique qui est l'Union soviétique. Et il va vraiment souffrir de ça parce qu'il est quand même assez intelligent pour se rendre compte qu'il va être témoin du déclin de l'Union soviétique, du communisme. Et pour lui, c'est vraiment véritablement dramatique. Il en souffre beaucoup. And the other character is Paulina, who's Alex's wife. Who's not Jewish, who's traveling with this family, who's left behind a sister she loves dearly and her family. And because of the nature of the times, she believes she'll never see them again. That border is closed to her, which is, I think, a concept that for most people now is very difficult to understand. Et l'autre personnage qui souffre énormément, c'est la belle-fille de Samuel, Paulina. En fait, elle laisse derrière elle une sœur et une famille. Et elle croit véritablement qu'elle ne va jamais les revoir, que la frontière est fermée à tout jamais. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile pour nous de se mettre à sa place et de comprendre ça dans le monde d'aujourd'hui. But I believe that once she gets to wherever they're going, which in this case is Canada, I think things will be better for her too.
Je pense que sa situation va s'améliorer quand elle va arriver au Canada. Et, en fait, c'est au Canada qu'elle va partir et là, la situation va s'améliorer pour elle. Le portrait d'une communauté haute en couleurs, prise vraiment dans les soubresauts de l'histoire, de sa propre histoire, avec des personnages formidables. Et vous apprendrez également comment Samuel, finalement, est devenu un héros en rattrapant le chapeau de Molotov emporté par un coup de vent. Et c'est une scène particulièrement savoureuse. Voilà, merci beaucoup, David Bezmosguis. On reste à l'Est avec vous, Janet Skeslien-Charles, les fiancés d'Odessa. On peut dire quand même que c'est un thème d'une certaine gravité qui montre aussi des raisons d'émigration qui sont des raisons économiques. Et sous couvert de bonne conscience, on peut en arriver à avoir des comportements quand même assez préoccupants. Il y a un ton dans votre livre. Gravité et humour font bon ménage, une forme de légèreté très piquante. Je vais laisser Jeff en faire le portrait de ce roman. Alors, Les fiancés d'Odessa, c'est avant tout une drôle d'aventure pour Daria, Daria est une Ukrainienne qui a compris tout de suite que le fait de pouvoir parfaitement parler l'anglais était déjà un avantage énorme en Ukraine, c'est que ça pouvait ouvrir des portes et des opportunités. Daria va devenir la secrétaire d'une entreprise de fret maritime israélienne et va subir au départ un peu les assauts de David, qui est son patron et qui la trouve absolument charmante et qui aimerait bien aller un petit peu plus loin que le fait d'être patron-secrétaire. Mais non, elle va pas céder, elle va rester. Mais en même temps, elle va aussi à un moment devenir la traductrice de l'agence qui a un nom absolument extraordinaire, puisque c'est l'agence Union soviétique. Ça, c'est très drôle parce que c'est vrai que c'est Union avec un S, et donc les Unions soviétiques pour les Américains qui recherchent une femme ukrainienne beaucoup plus docile, comme tu le disais tout à l'heure, que les femmes américaines, qui, tout le monde le sait, sont absolument invivables. J'avoue avoir pensé, Janet, en lisant votre biographie, puisque vous avez passé 2 ans, je crois, à Odessa, que vous auriez plutôt écrit l'inverse, c'est-à-dire la traversée de l'Ukraine par une Américaine pendant 2 ans. Et en fait, vous avez inversé le propos en justement prenant cette jeune fille, Daria, et en lui confiant le rôle d'être la passeuse de ces gens qui finalement veulent quitter absolument, de ces filles qui veulent absolument quitter l'Ukraine pour rejoindre là aussi, comme on dirait, une sorte de monde, un autre monde libre, pour reprendre le titre de David Bezmosguis. Alors, pourquoi avoir fait dans ce sens-là plutôt que dans l'autre ? C'est une très bonne question. Je pense que le rôle principal de la littérature, c'est de se permettre aux gens de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et de voir ce que vivent les autres. Donc pour moi, je ne pense pas que c'est très intéressant pour moi de raconter ce que moi-même j'ai vécu, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui font beaucoup de voyages et c'est rien de nouveau. En revanche, je vois comment les médias parlent de ces jeunes femmes. Je vois les photos où elles sont présentées comme des petites poupées ukrainiennes. Elles sont belles et jolies et les gens ne comprennent pas qu'en fait ce sont des poupées russes. Il y a une vie intérieure, ce sont des femmes très intelligentes et je voulais montrer ça. Et si je peux changer le regard que nous avons sur ces femmes, j'aurais bien fait mon travail. Parce que justement, Daria est très intelligente et elle ne veut pas céder du tout à ce... Pour elle, il est même incompréhensible de céder à cette manie de vouloir aller, de se marier avec un Américain. Et pourtant, elle va elle aussi franchir le pas avec Tristan, puisque c'est très drôle d'ailleurs, parce que moi, je disais Tristan, évidemment, et puis dans le livre, elle rajoute bien Tristan. Et cet Américain, mais il est absolument ridicule. Tragique. J'avoue que oui, et j'avoue que des fois, les gens pensent que j'exagère,
mais j'ai passé beaucoup de temps avec les jeunes femmes ukrainiennes et leurs maris américains et d'ailleurs leurs maris européens. Et ce que j'ai fait, c'était pas du tout une exagération, au contraire, au contraire en fait. Oui. Oui, non, mais ça fait très peur. C'est-à-dire qu'on se dit non, c'est pas vrai. Là, c'est vraiment l'imagination au pouvoir. Les Américains sont absolument pas comme ça. Et en fait, les rednecks du Midwest, c'est vrai qu'a priori, peut-être qu'ils sont pas toujours les plus intelligents du monde. Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'arrivent pas à trouver une Américaine. Mais c'est vrai que ces pauvres Ukrainiennes, on a l'impression que c'est quand même quasiment je sais pas, une maison d'abattage. Enfin, la patronne d'Union soviétique, elle est absolument terrible, quoi. Ça fait très très peur, votre livre. En même temps, on rit beaucoup quand même, hein, parce que c'est justement, Daria est très drôle parce qu'elle arrive à avoir un recul vis-à-vis de tout ça. Mais le jour où elle va céder, effectivement, là, par contre. Elle se retrouve avec Tristan, ses amis, les amis des amis, ces autres Ukrainiennes aussi autour qui sont là et qui se demandent mais si c'était pourquoi est-ce qu'on est venu ici pour ça, quoi. Oui. Bah, effectivement, sur les deux côtés, le côté des hommes américains et le côté des femmes ukrainiennes, il y a beaucoup de marketing. Et comme on sait tous, le marketing, c'est pas toujours la vérité. Donc, du côté des hommes, sur les sites de web, c'est marqué que ces femmes sont dociles, elles ne veulent pas travailler, elles veulent rester à la maison et laver les vêtements à la main aux petits soins. Elle veut faire le repassage toute la journée. Et côté femmes, on dit, ici, peut-être les hommes sont alcooliques, mais ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Ce sont des hommes dignes qui cherchent une femme respectable. Et ces garces américaines ne comprennent pas les hommes. Et c'est pour ça qu'ils viennent en Ukraine pour trouver des femmes, des vraies. Et donc, déjà, c'est un coup de marketing. Et si vous allez sur les sites, c'est exactement comme Amazon.fr. On peut mettre une femme dans un panier. On peut voir ses mesurements, on peut voir si elle a des enfants, on peut voir si elle parle anglais. Donc, c'est vraiment terrifiant. Dans votre livre, il y a un personnage absolument extraordinaire qui est Boba, qui est cette grand-mère, la grand-mère de Daria, et qui est vraiment... elle a déjà tout compris. Elle sait comment ça va se passer, mais elle ne le lui dit pas. Finalement, elle lui dit, elle lui dit pas parce qu'elle lui dit, c'est ton expérience, vas-y. Mais est-ce que vous avez rencontré une grand-mère ukrainienne comme ça là-bas à Odessa? Parce qu'elle est absolument magique, cette Boba. Merci, c'est gentil. En fait, j'ai vécu au deuxième étage dans un bâtiment et la dame qui était au rez-de-chaussée était effectivement un peu ma Boba à moi, ma petite grand-mère à moi. Et ça commençait pas très bien. Elle était très franche avec moi quand je portais pas un pull et elle pensait qu'il fallait que je m'habille un petit peu plus. Elle m'a enfermée dehors quand je rentrais après 10 heures le soir. Donc voilà, donc ça a commencé comme ça. On avait beaucoup de bagarres et beaucoup de discussions et enfin beaucoup d'amour. Elle est venue à rendre visite à moi et mon mari à Paris et elle s'intéressait pas du tout au Tour Eiffel. Tout ce qu'elle voulait faire, c'était de rester auprès de nous. Elle est vraiment une femme formidable. C'est vrai que c'est un personnage qui traverse le livre avec une bonté et une beauté qui sont absolument... On ne peut pas l'oublier, cette Boba, et on aimerait tous avoir des grands-mères pareilles. En tout cas, ce livre procure réellement une joie intense tout en nous alertant sur une problématique très préoccupante. Je trouve que le monde moderne réserve des surprises qui glacent un petit peu le sang, mais en même temps, votre humour donne une couleur très particulière à ce livre. Et je dois dire qu'on l'a lu avec une forme de joie intense. Alors là, on va beaucoup moins rigoler, excusez-moi, avec le livre d'Hector Tobar, qui s'inscrit dans une actualité qui, pour le coup, nous renvoie à des préoccupations beaucoup plus graves et puis surtout à un fonctionnement de la société américaine qui pose réellement problème. Printemps barbare, qui va nous raconter l'histoire terrible d'Araceli Ramirez, qui, par souci de bien faire, va se retrouver dans une situation absolument terrifiante. Cette affaire va prendre des proportions énormes et je laisse le soin à Jeff de nous dire ce qui arrive à cette pauvre Araceli Ramirez. Alors,
on est à Los Angeles, dans une de ces résidences privées sécurisées qu'on voit de plus en plus, pour finalement que les riches américains n'aient pas trop de soucis avec les chicanos qui traînent dans les rues. Et donc, ça permet de faire des résidences très sécurisées où il faut un badge pour rentrer. Et c'est vrai que c'est très... Alors là, on va se retrouver avec Scott, Maureen, et puis leurs 3 enfants. Les 2 garçons de 10 et 7 ans, et puis la petite Samantha. Et puis Araceli, la bonne mexicaine. Il faut savoir que les affaires sont plus très bonnes dans la société où travaille Scott, et donc il faut réduire la voilure au niveau des domestiques. Donc on va virer Felipe, le jardinier, et on va garder Araceli. Et alors, pour une histoire absolument qui inspire d'ailleurs la couverture, parce que Maureen voudra refaire le jardin, et donc elle va dépenser une somme folle. Et résultat des courses, la carte de crédit de Scott ne va pas être honorée et devant ses collègues de bureau, et donc ça ne le fait pas bien du tout, donc il dit c'est pas possible. Et donc ils vont avoir une dispute. Et cette dispute, Scott va partir de son côté, sans en parler à Maureen. Maureen va partir de son côté avec Samantha, la petite, sans en parler à Scott. Et va rester Araceli et les 2 garçons. Et Araceli se dit, au bout de 4 jours, elle se dit, c'est pas possible, ils sont partis où? Il faut que je confie les petits au grand-père. Et donc, elle va partir. Et alors, les enfants vont découvrir qu'il existe un autre monde que ce monde sécurisé. Et parce qu'ils vont prendre le bus, ils ne savaient même pas que ça existait, des bus avec des tas de gens différents, des gens qui ne leur ressemblent pas. Et le problème, c'est que quand Scott et Maureen vont revenir, il va falloir mentir. Et donc, Araceli va être accusée de les avoir enlevés. Et c'est un formidable roman sur une société américaine qui se replie sur elle-même, et aussi sur des choses qu'on entend de plus en plus, la peur de l'étranger. Et aviez-vous le sentiment, en commençant le roman, d'écrire un livre politique sur la peur de l'autre aux États-Unis? Oh, very definitely. I think that I'm a son of immigrants. I guess all of us here have an American immigrant, in the broadest sense of America, a North American immigrant. My father came from Guatemala. My father and mother from Guatemala, in an era of great optimism, the 1960s and 70s. And I grew up with a very generous sense of what American democracy was. But in the 1990s, by the time I started writing fiction, I went to an MFA program. I quit journalism to write a novel at the MFA program at UC Irvine. I was working on my second novel, and it was the time that the anti-immigrant movement was starting in the United States. And to me, this was shocking because there was a political campaign in California to pass an initiative, a new law, that would restrict immigrants from all public services. So if you were an immigrant, you couldn't go to the hospital or you couldn't go to a public school. Alors effectivement, je suis un fils d'immigrants, je crois que d'ailleurs on est tous plus ou moins fils d'immigrants en Amérique du Nord, compris dans sa totalité avec le Canada. Pour ma part, mon père et ma mère viennent du Guatemala. Ils ont émigré à une époque bénie, je dirais une époque baignée d'optimisme dans les années 60, années 70. Et quand j'ai grandi, c'est vrai que j'avais cette idée très généreuse, très ouverte de la démocratie américaine. Dans les années 90, j'ai voulu m'éloigner un petit peu du journalisme pour vraiment devenir écrivain, et j'ai suivi un programme à l'université et j'entamais mon deuxième roman, et ça a coïncidé avec l'émergence d'un mouvement anti-immigration aux États-Unis. Et j'étais vraiment choqué et révolté de voir, par exemple, il y avait une campagne, un lobbying en fait à ce moment-là, pour faire passer une nouvelle loi qui empêcherait tous les immigrés de profiter des services, enfin d'utiliser le service public, l'hôpital, l'école. And there were these television ads that would run of immigrants as if they were a horde of insects, of ants crossing the border. And this idea spread of the immigrant as this alien criminal force.
Et donc à la télé, on voyait des spots assez surréalistes qui présentaient les immigrants comme une horde d'insectes envahissant le pays, et telle une plaie qui s'abattrait sur le pays. And so my response to this as a writer was to try and write a novel about an immigrant woman who would be charged with a crime. And I called that first version of that novel Farewell, California. Alors ma réponse à cela, ça a été d'essayer d'écrire un roman qui mettrait en scène une femme, une immigrée, accusée d'un crime. Et je l'avais appelé au début Adieu Californie. And it was a terrible failure, that novel. It was rejected by every publisher in New York, and thank God they did. Un échec retentissant qui a été refusé par tous les éditeurs à New York, et d'ailleurs ça a été une très bonne chose. And what happened was that I did not have half of the artistic vision of any of the other members of this panel at that particular moment in my career. En l'occurrence, je n'étais pas doué de cette vision artistique dont étaient doués déjà mes camarades ici sur ce plateau à l'époque. Yes, and because what I had written was not a novel but a polemic. And so I realized that I had to give myself the literary education I had not had up to that point in my life. I had a very limited literary education. Donc j'ai compris qu'en fait ce que j'avais écrit c'était pas un roman, c'était un pamphlet, et que ce qu'il me fallait c'était vraiment avoir une éducation littéraire qui me manquait jusqu'à présent, et c'est donc ce à quoi je me suis attaché. Yeah, my education in literature came from going to independent bookstores and just picking up whatever I liked. Et cette éducation a pris la forme je me suis rendu dans des librairies, chez des libraires indépendants, et puis je prenais comme ça sur les rayons des livres qui me plaisaient et je les lisais. So I realized that I needed to learn how to write about family. And so I read a lot of Chekhov, I read a lot of John Cheever, I read a lot of Alice Munro, because those writers taught me how to write about middle-class families and how to write about loss. Chekhov is especially instructive because Chekhov writes about a Russian family that is becoming déclassé. And the central image in The Cherry Orchard, of course, is a cherry orchard. So I decided to substitute the cherry orchard for a tropical garden in my novel. Et donc j'ai compris qu'il me fallait apprendre à écrire, à décrire la vie de famille. Pour ça, je me suis tourné vers Alice Munro, John Cheever, Chekhov. Et Chekhov m'a particulièrement marqué, notamment par La Cerisay et l'histoire de cette famille russe qui dégringole, qui perd son statut social. Et j'ai tellement aimé cette image centrale, bien sûr, donc de La Cerisay, que je l'ai un peu adaptée et reprise en créant un jardin tropical dans mon roman. And so I finally ended up writing 3 books in one. And it makes, I can see that there are critics in the United States that love two of those 3 books, but they hate the third one. And I did have many critics, however, who liked all 3 of the books. Because the first one is a domestic novel about an upper middle class family that's losing their status. The second novel is about a journey into this fantastic place called Los Angeles, the barrios, the ghettos of Los Angeles. And the third novel is the story of this crazy media circus, which I know well because I was a creator of media circuses as a reporter, as a journalist. Et je dirais que j'ai écrit 3 romans en un. Il y a beaucoup de critiques aux États-Unis qui ont beaucoup aimé, par exemple, 2 romans sur 3, ou 2 parties du roman sur 3. Il y a aussi beaucoup qui ont tout aimé. La première partie du roman, c'est la chute, la perte du statut social par la famille. Un deuxième, c'est ce voyage au travers de Los Angeles, dans les barrios, dans les ghettos. Et le troisième, c'est le cirque médiatique. C'est la troisième partie, cirque médiatique que je connaissais d'autant mieux que j'en ai fait partie, et j'ai été moi-même créateur de cette machine. Scott s'appelle Torres, et comme le rappellera un des enfants au grand-père, alors on est un quart mexicain, mais c'est quoi le mieux? Être plus américain, plus mexicain? Et le grand-père ne sait quoi répondre. Alors, est-ce que quelque part, Scott Torres n'est pas un petit peu Hector Tobar aussi? Yeah, what happened with Scott Torres is that I originally made him to be a white person. And, but I didn't, he wasn't a real character. He was too much of a cardboard cutout, a stereotype.
And so I remember the moment in which I decided that I would give him cutting the lawn, which is what I used to do when I was a little boy. I would cut the lawn. It's a very American suburban kind of thing, to cut the lawn. And when I did that, I realized that I could also make him part Latino. Scott Torres, au départ, je voulais qu'il soit blanc, ce personnage. Mais j'arrivais pas à lui donner vraiment une crédibilité. Il n'était pas assez réel, il était un peu trop stéréotypé. Et puis, je me suis souvenu d'une scène, enfin, bon, une scène vraiment typique de la vie de banlieue aux États-Unis, c'est on tond sa pelouse. Et là, rien de le faire tondre sa pelouse, je me suis dit, tiens, bah, finalement, pourquoi pas, il pourrait être un petit peu latino aussi. And then I realized I could give him a bicultural identity. I could make him mixed, and that would create all sorts of problems for him. And that also would create the place where his servant would later try to take his children to rescue him. The United States now has a lot of ethnic mixing, and it creates all kinds of cultural confusion for us. Et puis j'ai eu cette idée de lui donner une identité biculturelle, d'en faire un métis. Alors ça va être source de problèmes bien sûr dans le livre, mais c'est aussi un lien avec ses enfants. Et justement quand il va falloir résoudre tous ces problèmes, avec Araceli également, c'est quelque chose qui va ressortir et qui va être utilisé. Les États-Unis, c'est un endroit de grand métissage et qui donne lieu à beaucoup de confusion. Alors juste pour terminer, parce qu'on va devoir terminer, je voulais juste dire que ce plateau, Pascal ne l'a pas fait du tout exprès, mais c'est très drôle parce que mon second fils s'est marié avant-hier avec une Mexicaine à Londres, et je trouve que c'est une belle fin pour un plateau comme ça, parce que je suis très heureux pour lui. Voilà, 4 premiers romans, 4 premiers romans qui chacun traitent de l'immigration et du choc des cultures. Je rappelle leur titre: Salvatore Schibona, La fin, traduit par Brice Mathieu sans édition. Christian Bourgois est repris en poche au livre de poche. David Besmosgis, Le Monde libre, traduit par Elisabeth Pellert aux éditions Belfond. Janet Skeslien Charles, Les fiancés d'Odessa chez Liana Levy, traduit par Adélaïde Pralon. Et enfin, Printemps barbare d'Hector Tobar aux éditions Belfond, traduit par Pierre Furlan, que vous retrouvez juste à la sortie avec Élie et Manu, les 2 libraires de la librairie volante. Donc vous pouvez faire dédicacer vos livres pour ceux qui n'ont pas un débat qui suit. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour de cette magnifique interprétation par Antoine et Jocelyne. Merci beaucoup, à plus tard.